La lumière inondait la chambre royale du Donjon Rouge. Dans des draps de soie et de lin, Lorraine Harine s'éveilla d'une nuit agitée. À cause de la chaleur, il avait dû à 3 reprises demander à ce qu'on lui change ses draps, tant ils avaient été trempés de sa sueur. Il n'avait pas le temps de s'attarder sur cet épouvantable repos. On l'attendait dans la salle du conseil restreint. Il se leva et enfila une tunique de lin tissée à dornes. C'était une matinée encore chaude et sèche. Le soleil ne s'était pourtant levé que depuis quelques heures, et pourtant, les pierres du donjon rouge étaient déjà brûlantes. Il s'avança vers le service qu'on lui avait apporté pendant son sommeil pour déguster quelques figues de haut jardin et un jus de prune. Il n'eut pas le temps d'en profiter bien longtemps. L'écuyer du roi, le jeune Roderick de la maison Rochefort, venait de faire son entrée dans la chambre royale. Majesté, se prosterna-t-il. Ah, te voilà. Habille-moi, je suis attendu. Le jeune Roderick s'exécuta. Lorraine Harine était dans la fleur de l'âge. Il était le petit-fils de Robert Harine et avait pu accéder au trône suite au troisième conseil se tenant dans le grand concile de Port-Réal. Ici même où Bran le Brisé avait été élu roi des 6 couronnes. Cela faisait maintenant une dizaine d'années qu'il gouvernait sur tout le sud de Westeros, du Neck jusqu'au bras cassé. Accompagné de 2 membres de la Blanche Épée, Lorraine descendit les milliers de marches du Donjon Rouge pour se rendre dans la salle du conseil restreint. Il essayait d'assister le plus possible à ces réunions et pour cela il avait tenu à ce qu'elles se tiennent un peu plus près de ses appartements. Initialement, elles avaient lieu dans la tour de la main depuis que Tywin Lannister avait abhorré la broche. À présent, les 7 membres se réunissaient dans l'enceinte de la citadelle de Maegor. Ils étaient tous là quand le roi entra dans la pièce. D'abord, Baronne Baratheon, la main du roi. Elle était assise en bout de table. À sa droite, Oswell Arryn, le frère du roi, qui avait été désigné comme grand argentier par ce dernier. Killan, le sang-mage expatrié d'Asshai, tenait lui la place du maître des chuchoteurs. En face de lui, et dans une armure étincelante, était assis Cérion de Torse, qui, malgré ses 50 ans, tenait encore le rôle de Lord Commandant de la garde royale depuis la fin du règne de Bran le Brisé. Maître Relmond, tout juste arrivé de la citadelle, depuis la disparition de son prédécesseur Maître Tarly, se tenait à sa gauche. Le maître des lois et le maître des navires changeaient au bon vouloir du roi, mais voilà que depuis quelques années, ces rôles étaient respectivement tenus par Véron et Dagon Greyjoy. Bon, que l'on se hâte, s'il vous plaît, je ne suis pas trop d'humeur à m'éterniser sur des querelles de seigneurie aujourd'hui, annonça le roi, en prenant place autour de la table. Je suis sûr que Sa Majesté sera ravie d'apprendre que les récoltes pour préparer l'hiver ont de bons trains. La maison Rohan de Haut-Jardin assura en plus le transfert jusqu'à la capitale, annonça Oswell. Et il ne ressemblait pas tant à son frère aîné, sa taille le trahissait sûrement, il était plutôt petit et enrobé aussi. Lorraine, lui, avait décidément été plus gâté par la nature et n'avait pas senti le besoin de laisser les bons gènes à son cadet. Déjà l'hiver, nous sortons du précédent. Cet été-là ne fait que commencer, s'interrogea Lorraine. Les étés ne cessent de raccourcir depuis quelques années, Majesté. La citadelle a toujours du mal à prévoir une date, mais il semblerait que l'hiver suivant ne tarde pas à venir. Mais il est rassurant de savoir que depuis des décennies, nos hivers sont moins longs et moins violents que par le passé. Cependant, nous pensons qu'il est toujours bon de prévoir de quoi nourrir le peuple, analysa le maître Railmont. Il était plutôt jeune pour servir la couronne, mais la citadelle l'avait expressément recommandé au roi et lui en avait assuré c'était le plus doué de sa génération. Sa chaîne comportait tous les maillons requis pour exercer au Donjon Rouge, et notamment le maillon fait d'acier valérien, qui était devenu une prérogative aujourd'hui.
Il ne cessait d'ailleurs de le faire tourner entre ses doigts à chaque fois qu'il prenait la parole. Hmm. Et concernant les nouvelles à l'Est, enchaîna le roi, notre flotte a juste surpris des pirates lysiens aux alentours du degré de pierre, mais sinon rien de très inquiétant n'est à rapporter, annonça Dragon Greyjoy. Lui et son frère étaient les petits-fils de Yara Greyjoy. C'était leur oncle Urigon qui gouvernait maintenant sur les îles de Fer. À la mort de leur père, disparu sur la mer Grelotte, leur oncle les avait envoyés servir au donjon rouge. Pour se débarrasser d'eux, oui, mais aussi par la même occasion pour renouveler ses vœux d'allégeance à la couronne. J'ai me concernant une nouvelle qui mériterait que vous en appreniez la teneur, votre majesté, intervena Killan. Il était vêtu d'une tunique lie de vin et dont les cuissardes étaient incrustées de rinceaux d'argent. Le roi lui fit signe de poursuivre son annonce. J'ai appris que la reine Lady Sansa se mourait au nord. Cet ancêtre, je la croyais morte il y a des milliers de lunes, s'exclama Veron Greyjoy. Vous en êtes sûr interrogea le roi. Assurément, je ne lui accorde pas plus de 2 jours avant de s'éteindre. Et savons-nous qui héritera du nord, une fois qu'elle sera partie? En cela, les candidats sont nombreux. Sa Majesté n'est pas sans savoir que c'est la dernière Stark encore vivante, du moins de ce que l'on sait. Bran le Brisé n'avait-il pas 2 sœurs quand il a accédé au trône? C'est exact, Majesté. Sansa et Arya, si ma mémoire est bonne, ainsi qu'un cousin qui appartenait à la garde de nuit et qui a disparu au-delà du mur. Sansa a été couronnée reine du Nord et Arya a suivi un destin pour le moins incertain. D'après les livres, les versions divergent. Certains font mention d'une mort durant le brasier de Port-Réal. D'autres pensent qu'elle est partie à la recherche d'Aegon au nord du monde. Ou encore de nombreuses versions lui accordent une expédition sur la mer de l'Ouest dont elle ne serait jamais revenue. Oui, donc dans les 3 histoires, elle est morte, ironisa Dragon. Les mers de l'Ouest sont indomptables, la terre du Nord encore glaciale, et concernant le brasier de Port-Réal et le feu du dragon... Et donc vous ne répondez pas à ma question, qui sera sur le trône à la mort de la reine Sansa? Coupa sèchement le roi. Nul ne peut le dire. Les Karl Stark vous diront certains. Eddard Omble pourrait être aussi un potentiel candidat, mais le plus plausible serait pour moi Jorah Ryswell. Cependant, qu'importe qui accède au trône, de nombreuses discordes ont vu le jour entre ces maisons et il n'est pas impensable que certains sires refusent de ployer le genou devant le nouvel élu. Le roi, assis en bout de table, baissa un instant les yeux et dit Stark, Tyrell, Lannister, Martell, Bolton, toutes ces maisons dont on nous contait la magnificence, enfant, elles ont aujourd'hui disparu. Si Sa Majesté me le permet, je voudrais lui rappeler que les Lannister ne sont pas tous éteints, souligna le maître. Il reste peut-être un ou deux descendants du gnome aux cheveux d'or, mais il n'en est pas moins que leur maison s'est bien éteinte. Ils ont perdu Castral Rock il y a des années, ils sont ruinés. Le lion ressemble plus à un vulgaire chaton apeuré aujourd'hui. Je crois que la courte dynastie qu'ils ont connue sur le trône de fer aura signé leur père.